Salut. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 2009. À ce moment-là, j'avais 14 ans. Barack Obama est élu le premier président afro-américain des États-Unis. La grippe H1N1 fait trembler de peur le monde agricole. On est en pleine crise financière et l'ONU déclare cette année comme étant celle de l'astronomie. Mais pour le petit Bob, 2009, c'est l'année où son frère et lui reçoivent de la part de leur oncle une PS3. Au début, je n'étais pas très fan de la PS3 car on n'avait que le pack de base, Call of et FIFA. Deux jeux que je n'aime pas concrètement et où je me fais chier comme un rat mort en y jouant. Donc j'utilisais plus la console pour regarder des films finalement pendant que mon frère jouait avec. Mais un jour en magasin, je tombe sur la jaquette d'un jeu que j'avais croisé chez l'un de mes cousins et qui m'a intrigué. Cette boîte, c'est celle de The Elder Scrolls 4, Oblivion. J'achète l'édition de luxe et une aventure sans précédent commence pour moi. Des quêtes à suivre dans l'ordre que l'on souhaite, des PNJ certes au discours étrange et aux gueules pas possibles, mais qui ont un quotidien bien établi, au lieu d'attendre comme des cons à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, un open world qui vit, des évolutions narratives qui dépendent de toi le joueur et un lore riche et varié. Bref, on parle d'une expérience inédite et qui me marquera à vie. Je deviens rapidement accro à cette pépite rare dont personne ne parle à la cour de récré. Alors oui, je comprends vu la gueule de certains persos, et pour certains le gameplay assez compliqué, ça donne pas trop envie d'y jouer. Mais j'y prends goût finalement. Et en 2010, arrive une annonce qui va raviver mon cœur à jamais. Une annonce qui à ce moment-là, je l'ignorais, mais changera définitivement ma vie de joueur de jeux vidéo. La suite de la saga sort le 11 novembre 2011. À ce moment-là, j'ai 16 ans, et il est interdit à au moins 17 ans. Par un petit tour de passe-passe, une puberté qui est arrivée un peu vite, une gueule pas possible non plus. J'arrive en magasin, je prends le jeu, je l'achète, et le tout sous le regard bienveillant d'une vendeuse, pas du tout attentive, hein. J'arrive chez moi, je lance le jeu, je retrouve les mêmes sensations qu'auparavant, avec de meilleurs graphismes, un nouveau gameplay, bien plus instinctif, et des nouveautés qui me font pâlir de joie. Par conséquent, l'idée suivante est confirmée. Zelda, Castlevania et Elder Scrolls sont définitivement mes sagas de jeux préférées. Mais alors pour bien marquer l'arrivée du remake d'Oblivion, je voulais vous parler de l'histoire avec un grand H des Elder Scrolls. Bon, ce thème risque d'être assez long, mine de rien, donc on va le diviser en deux. Dans cette vidéo, on verra comment sont nés les Elder Scrolls dans les studios de Bethesda aux États-Unis. Et dans une suivante, on verra l'une des plus belles histoires de celle du jeu vidéo. Mais comme on n'est pas là pour que ça prenne des plombes, et comme ce n'est pas forcément le but de cette chaîne, je vous invite alors de faire quelque chose de rare et d'inédit, pour notre génération en tout cas. Lisez le lore. Ou sinon de regarder des contenus spécialisés sur YouTube. Je pense notamment à Mr. The Elder Scrolls, qui s'est fait une spécialisation de traiter exclusivement du lore, et de tout le lore des jeux. Oui. Ou de Jaden Core, qui lui s'est fait une spécialisation dans une série de vidéos, de parler et développement, et lore de chacun des grands jeux de la saga. Ce qui vous donnera d'ailleurs plus de raisons à vouloir détester, et à détester d'ailleurs tout court, Todd Howard. Donc si des termes ne vous reviennent pas directement, ou si vous êtes un peu perdu, ne vous en faites pas, la seconde vidéo sera là pour répondre à toutes vos questions. Aussi, je n'irai pas trop loin dans les explications de l'histoire des jeux, je le ferai dans la prochaine vidéo. Et aussi, ne soyez pas étonnés si je n'arrive pas à être véritablement objectif dans mes propos. À ce tarif, je ne suis pas un pigeon, mais une véritable oie sauvage. Sois sauvage. Tout commence dans les années 90. Bethesda a à sa tête Christopher Weaver depuis sa création en 1984, et l'entreprise ne se concentre exclusivement que sur des jeux de sport et d'action. Rares sont les RPG ou autres jeux du même thème de ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Ce n'est pas bien grandiose, me direz-vous, mais ils ont réussi à développer parmi les premiers jeux en FPS pour Terminator 1. Pour l'époque, c'est ouf. Et tellement ouf que d'ailleurs l'entreprise
permet à 2 de ses employés de créer une toute nouvelle saga. Ses employés sont Ted Peterson et Vijay Lakshman. Et ils commencent à créer un univers totalement inspiré de Donjons et Dragons. La charge de travail est telle que l'entreprise ajoutera une 3e personne à l'équipe, qui deviendra d'ailleurs une des bonnes têtes pensantes de cette équipe, Julian Lefeuille. Ensemble, ils construiront la base de ce qu'est l'Empire de Tamriel. Le jeu prendra un certain temps à se développer, étant donné qu'ils ne sont que 3 à se pencher dessus concrètement. Mais vu l'engouement des JDR papier des 3 compères, ils arriveront à développer un système de règles qui tient la route sans forcément en créer un beaucoup trop complexe. Et concernant le design et le mode de jeu en FPS, donc à la première personne, sont grandement facilités grâce au moteur de jeu Determinator, justement. Après ce dur labeur, le jeu sort enfin en 94. Et la réception est extraordinaire. La critique est dithyrambique et l'entreprise connaît alors son plus gros succès. Ce qui marquera le plus les joueurs, c'est cette sensation de ne pas suivre qu'une histoire. Et surtout que l'on sent un monde organique, peuplé, vivant, tout autour du joueur. Et que les PNJ semblent vouloir nous raconter quelque chose à nous, joueurs justement. Dans ce jeu, on suit une troupe de gladiateurs qui vont de ville en ville pour faire des combats en arène. Et le joueur, lui, aura la lourde responsabilité de faire tomber un complot qui vise l'empereur Uriel Septime VII. J'y ai pas vraiment joué. Tout ce que je peux dire, c'est que le système de combat est vraiment vieillot. Passons. Et après cette réception grandiose, premier véritable succès pour le studio d'ailleurs, il prépare déjà une suite. Pour ce volet, Peterson voulait un monde plus organique, mais surtout moins cliché. Toujours en FPS comme Arena, Daggerfall nous invite à visiter des régions de 2 provinces de l'Empire, l'Enclume et Outrush. A l'inverse du premier jeu où on visitait certaines villes de l'ensemble de l'Empire, Daggerfall prend le parti pris de se concentrer sur 2 endroits précis, mais pour les rendre plus riches que le volet précédent. Malheureusement, dans l'équipe à l'interne, des désaccords se créaient. Lakshman quittera définitivement Bethesda après la sortie du jeu, mais continuera son passage en tant que développeur de jeux vidéo pour d'autres entreprises. Mais se rajoute à l'équipe un petit nouveau, qui est là maintenant et qui a fait ses preuves avec des jeux de baseball et les jeux Terminator. Vous le détestez autant que vous l'adorez si vous avez déjà joué aux Elder Scrolls, et d'ailleurs vous voyez déjà de qui je veux parler. Il s'agit de Todd Howard qui fait son entrée dans la saga. It just works. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop la culture du jeu vidéo, c'est qui ce mec? Todd Howard, c'est l'une des têtes pensantes actuelles de chez Bethesda. Il a participé à de nombreux projets comme les Fallout, sans oublier aussi la série, aussi pour Amazon Prime, et qui est vraiment bien, je vous la recommande, allez la voir. Okidoki. Et ce type va bien marquer aussi la saga qui nous intéresse, les Elder Scrolls. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, Todd Howard c'est surtout l'homme à tout faire. Il n'a pas vraiment de poste clé, si on peut dire ça comme ça, et il sert surtout de main-d'œuvre supplémentaire lors du développement des jeux. Lui aussi, assez fan de JDR papier, il voulait rejoindre l'équipe de Bethesda depuis la sortie d'Arena. Mais le problème est qu'il sort d'une prestigieuse université américaine, en études financières. Donc, rien à voir avec le développement de jeux vidéo ou le game design en soi. Pourtant très autodidacte, il a quasiment passé 5 années de sa vie sans travailler pour apprendre les ficelles de ses métiers dans son coin, juste après ses études. Et malgré tout ça, eh bien le jeu sort en 96. Et c'est un carton commercial plus grand que le volet précédent. Le jeu se vendra à 700 000 exemplaires jusqu'en 2000, ce qui pour l'époque dans le jeu vidéo est énorme. Et la critique sera même meilleure que le volet précédent, en tout cas sur de nombreux aspects. L'univers du jeu est plus étoffé, le lore est plus grand, et la volonté de créer un monde organique est accomplie. Le joueur doit maintenant déjouer les plans diaboliques d'un puissant nécromancien et découvrir ce qui se cache derrière les nombreux mystères de la baie de Dag Filante. Les 2 premiers volets des Elder Scrolls sont inadjonnablement des succès. Les studios forts de ces derniers vont s'agrandir, et malgré tout ça, en fait, les joueurs se posent des questions. Ils veulent en savoir plus sur l'univers, les cartes, l'histoire, tout ce qui est Elder Scrolls d'ailleurs, ils veulent en savoir plus. Donc les studios vont préparer une suite à leur attente et à leur espérance avec
Battlespire et Rouge Guard, qui sortiront respectivement en 97 et 98. Au rappel, Lakshman a définitivement quitté Bethesda, laissant alors seul maître à bord de l'écurie Elder Scrolls, LeFay et Peterson. LeFay qui quittera d'ailleurs bientôt l'entreprise lui aussi. Alors, vu les tensions, l'entreprise laissera alors les commandes à Todd Howard pour développer ces deux jeux. Dans Battlespire, on incarne un jeune magicien prisonnier dans le plan d'Oblivion du prince des draps Mérunès Dagon et dont on doit s'enfuir pour rester en vie, alors que dans Rouge Guard, on incarne un jeune marin Rouge Guard qui a pour mission de sauver sa sœur. Les jeux n'auront pas de grand succès, ça s'explique surtout par un lore incertain et surtout par un gameplay qui est impossible à jouer, concrètement, même pour l'époque. Tout était réuni pour que les jeux ne marchent pas, mais l'entreprise décidera tout de même de mettre en avant Todd Howard pour la réalisation du prochain volet de la saga. Comment? Pourquoi? Honnêtement, j'en sais rien. All of this just works. Mais arrive après ce que beaucoup de joueurs considèrent encore aujourd'hui comme étant le meilleur jeu de la saga, le fleuron de cette légende du jeu vidéo et la perle rare vidéoludique. Bon, pour commencer, un peu de contexte. Au rappel, LeFay est à 2 doigts de quitter le navire définitivement. Et ce n'est pas le tempérament d'Howard qui va arranger les choses, loin de là. Alors comme pour faire une sorte de garde-fou face aux envies d'Howard, LeFay, Peterson, une poignée de scénaristes et de développeurs vont créer, et enfin j'ai envie de dire, ce qu'il fallait faire depuis le début de la création de la saga. La Bible des Elder Scrolls, encore en vente aujourd'hui. Tout le lore y est expliqué, que ce soit des divinités, les cartes, les situations géopolitiques, les principautés, les castes, la hiérarchie militaire, tout y est. Et le tout développe plus en détail sur chacune des provinces qui constituent l'empire de Tamriel. Howard est très emballé par l'idée. Il souhaite alors faire un jeu qui s'appellera Tribunal et qui aura lieu à l'archipel de l'automne, là d'où viennent les hauts elfes. L'idée était de placer le joueur au milieu d'intrigues politiques et de sectes magiques, le tout enrobé et parsemé de complots, ce qui finalement est assez convenu en soi en termes d'histoire de RPG. Mais des scénaristes vont arriver avec le constat suivant. Je cite. Mec, on se fait vraiment chier. Vas-y, si on mettait plutôt le joueur dans un volcan et avec des insectes géants partout. Et ce n'est pas tout. Pour convaincre Howard, les scénaristes en question auraient vendu l'idée comme étant un mix entre Star Wars et Dark Crystal. Ouais, je vous jure. Et ça a marché en plus. Peu de temps avant ce revirement, et après avoir terminé la Bible des jeux, LeFay quitte l'entreprise, laissant seul Peterson face à Howard. Peterson aura la lourde tâche d'imposer le lore à la lettre à Howard et de la planter dans le jeu. Mais bon, il a déjà une petite victoire en soi, l'intrigue se déroulera sur l'une des provinces les plus chargées en lore et en histoire, la province de Morrowind. On t'a fait sortir de la prison de la cité impériale pour t'emmener en carrosse. Puis en bateau, loin vers l'est, vers Morrowind. Mais ne crains rien, car je veille sur toi, comme je veille sur tous mes élus. Réveillez-vous. Nous sommes arrivés. Pourquoi tremblez-vous? Ça va? Réveillez-vous. Pour la première fois, l'équipe des Elder Scrolls dépassera la quinzaine de développeurs. Et s'offrira même à leur rang le compositeur Jeremy Saulz, qui composera l'une des musiques les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Morrowind met le joueur dans la peau d'un prisonnier aux parents inconnus, qui est l'incarnation du Nerevarim. Son but sera de vaincre la divinité corrompue Dagotur, tout en gagnant la confiance des habitants de l'île de Vanderfell et en côtoyant les divinités vivantes qui peuplent cette île. Au rappel, une vidéo vous expliquera bientôt ce qu'est le lore. Le jeu sort en 2002 et devient l'un des plus grands succès de la saga et du studio. Le jeu est un succès conséquent, suffisamment pour que le retour financier assure les arrières de l'entreprise sur 5 générations au moins. C'est dire. Déjà, on retrouve un gimmick qui restera pour le reste de la saga. On incarne un prisonnier sans nom qui deviendra quelqu'un d'important, et pas que pour l'histoire du jeu, mais pour celle que veut vivre le joueur. Car oui, le jeu est bourré de factions, ce qui permet à chaque joueur de développer un personnage qui leur est propre, et surtout de tracer sa propre voie dans cet univers organique, où chaque instant, chaque passage qui paraisse finalement
anodins tout au long du gameplay deviennent finalement des instants cultes dans le monde vidéoludique. Et surtout, le gameplay a été revisité, particulièrement les phases de combat qui ont été peaufinées, et en plus de ça, l'univers est organique, le lore est omniprésent, et ce qui donne le petit cachet supplémentaire est la musique angélique qui accompagne chaque pas du joueur tout au long de son aventure. Et aussi c'est l'un des premiers jeux qui propose ce qu'on appelle des DLC. Alors DLC ou Downloadable Content sont des ajouts gratuits ou payants que l'on peut ajouter de manière optionnelle à un jeu qu'on a déjà à la maison. Nouvelles cartes, nouvelles histoires, nouvelles quêtes, nouveaux sorts, ce qui a pour but en fait d'ajouter un peu plus d'aventure à celles déjà existantes. Entre Tribunal qui nous plonge dans la capitale des elfes noirs pour y déjouer un complot visant le joueur, et Blood Moon où le joueur doit affronter des adorateurs du prince des draps Hirsine qui sont des loups-garous par ailleurs. Et ces DLC sont eux aussi d'énormes succès. Ce jeu marque un renouveau pour Bethesda, et prochainement ils prendront les droits pour la saga post-apo Fallout. Mais l'entreprise ne souhaite pas s'en arrêter là avec la saga d'Heroic Fantasy Elder Scrolls. Bien au contraire. Ils font 4 jeux pour une nouvelle saga annexe. Bon alors, un peu de contexte déjà. Les PC, les consoles de salon, ça va bien, mais quand on voyage, on peut pas jouer aux Elder Scrolls. Par conséquent, Bethesda signera un accord avec Nokia qui vient de sortir le premier téléphone portable et qui fait console aussi au passage, la N-Gage, pour y proposer 4 jeux. Shadowkey, Dawnstar, Stormhold et une version miniature de Oblivion. Évidemment, l'histoire nous apprendra que ces jeux étaient des échecs, et surtout que la N-Gage sera un échec pour des raisons évidentes. Voilà. Et ce qui m'amène à la suite de la vidéo. On arrive là où tout a commencé. Mais comme une fois n'est pas coutume, un peu de contexte. À ce moment-là, au rappel, Bethesda appartient à ZeniMax, mais se transforme en Bethesda Studio suite au succès de Morrowind en 2002. Donc non content de créer des jeux, maintenant ils se lancent aussi dans la distribution. Mais ZeniMax reste tout de même la maison mère de Bethesda. Et malheureusement, ils ont à la bonne le petit Todd Howard. Who's laughing now? Surtout dû à ses succès précédents, Morrowind extraordinaire. Ted Peterson sent que lui aussi va bientôt quitter le navire, et pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc il décide de faire une dernière danse, bien mémorable. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère 3e vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. Bon, par où commencer? Le jeu est une putain de tuerie. Entre les guildes, les factions à rejoindre, le lore richissime qui nous entoure et le soin du détail est extraordinaire. À la base, le jeu devait se dérouler dans une province de Cyrodiil, marécageuse, voire même tropicale, et entre les portes d'Oblivion, en tout cas le plan de Mérunès Dagon. Peterson s'est battu et a débattu, et à juste titre d'ailleurs, et il a bien fait, pour garder la vision de base qu'il avait développée dans le livre de lore. Celui qu'il avait écrit, rappelez-vous, il y a
quelques années auparavant. On est face à une bonne variété de décors, chose assez rare et inédite pour la saga d'ailleurs. On retrouve des forêts majestueuses qui rappellent bien celles qu'on trouve dans d'autres RPG, assez convenues d'ailleurs, mais aussi des montagnes enneigées au nord, un bout de mer au sud-ouest, un peu de marais, mais surtout des villes qui font référence soit à l'histoire des Elder Scrolls, soit aux provinces voisines de ces dernières. Par exemple, Annville rappelle des décors qu'on a pu voir dans Rougegarde, et Bruma rappelle bien la culture nordique, et prépare déjà un bon préambule pour la suite de la saga. Mais ça, c'est pour plus tard. Bien qu'ayant commencé juste après la fin de Morrowind, eh bien le travail a été colossal pour celui d'Oblivion. Ce qui aura pris le plus de temps au final est le changement de gameplay, mais surtout le développement et l'écriture des quêtes secondaires extrêmement riches et avec une énorme variété en soi, passant de guilde en guilde. Nouveau système de passage de niveau qui fait directement évoluer le monde qui entoure le joueur, et on abandonne totalement le système de combat inspiré de JDR papier pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs. Et ça marche parfaitement bien. Bon, le système de difficulté en fera périr plus d'un avec une facilité déconcertante, mais bon, ça passe disons. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Néophyte, comme habitué de la saga, adore Oblivion. Oblivion est un succès et on parle maintenant en millions de ventes dans le monde, et ce jusqu'en 2010 quasiment. Mais ce qui marque vraiment avec Oblivion est le merchandising derrière, avec pour la première fois la possibilité d'acheter des choses en dehors du jeu et pour y jouer. Alors oui, aujourd'hui c'est normal de débourser une petite somme pour le skin Han Solo sur Fortnite, mais à l'époque, figurez-vous que c'était inédit en 2006. Ça a fait râler pas mal de joueurs, mine de rien, en tout cas à ce moment-là. Et évidemment, à qui doit-on cette excellente idée d'après la légende? Ouais, il est toujours là ce con. Mais sinon Oblivion, de quoi que ça parle? Nous sommes comme toujours un prisonnier sans nom et qui par un jeu de circonstances, cette fois-ci, s'évadera de prison en compagnie d'Uriel Septime VII, l'empereur de Tamriel et de sa garde rapprochée, les Lames. Uriel nous expliquera qu'il mourra bientôt, de la main d'une bande d'assassins adorateurs du prince d'Edra Mérunès Dagon, et qu'il sera de notre devoir d'arrêter les plans néfastes de cette organisation. Et le problème est qu'en fait, aucun de ses descendants est encore en vie, tous décimés, et laissant ainsi les mâchoires d'Oblivion s'ouvrir une bonne fois pour toutes. Pas de Septime sur le trône, Mérunès Dagon peut donc prendre le contrôle du monde. Pourtant, avant de mourir, il nous avouera qu'il a un fils caché. Ce fiston s'appelle Martin, et en VO, il est doublé par Sean Boromir Ned Stark Bean. Good. Have her meet me in the chapel of Talos for a council of war. That seems a fitting place to make such desperate plans. La mission pour le futur héros de Kvatch sera de trouver Martin, le mettre en lieu sûr, et de renfermer à jamais les portes d'Oblivion. Du sucre, des épices et un tas de bonnes choses. Et plus tard, Bethesda annoncera l'avènement de 2 extensions à venir. Le Chevalier des Neufs, où l'on devient le héros des Neufs divins, et où nous devons affronter d'anciens ennemis de l'Empire. Et le deuxième, bien plus mémorable, des Shivering Isles. Ce DLC nous emmène sur les plans du prince d'Edra, chez Ogorath, prince de la folie et seigneur du chaos, pour devenir son futur champion. Nouvelle carte, nouveau sort, nouvelle quête. Les DLC sont considérés en soi comme des propres jeux individuellement. Et aussi l'ajout de stripteaseuses. Ils mettent la barre très haute, là. Et bien moi, sans surprise, j'ai adoré. Même si les jeux étaient en soi assez durs pour moi à l'époque, et bien quand même, j'ai adoré me promener, vaguer, me balader, parler avec des PNJ sans intérêt, mais surtout avoir cette sensation de liberté énorme que je n'ai jamais ressentie auparavant. Ok, c'est un peu vieillot, mais regardez-moi ça quand même. On est maintenant en 2007, Peterson quitte définitivement Bethesda, ne reconnaissant plus l'entreprise dans laquelle il a évolué ces dernières années après la création et la sortie des DLC. Et maintenant, Todd Howard est seul maître à bord. Zenimax, à qui appartenait Bethesda à l'époque, souhaite faire une suite au plus vite, sans pour autant passer par les cases Travel et Legends comme on les a vus tout à l'heure. Et encore une fois, rien n'annonce de bon pour une suite, surtout avec un Howard seul aux commandes. Et pourtant, en 2011,
sortira le plus grand succès de l'histoire de l'entreprise américaine. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Cette phrase, ce petit passage dans une calèche où l'on comprend qu'on est entouré de personnes bourrues, leur tenue, les divinités citées par l'un des prisonniers avec nous, et la musique majestueuse qui habille parfaitement les montagnes qui nous entourent. On comprend qu'on n'est plus à la même époque que les 4 volets précédents, mais bien avancé dans le temps. Nous sommes dans Skyrim. Pas de création ni de choix de classe lors de la création des personnages, ce qui intrigue vraiment les vieux de la vieille de la saga malgré tout. Gameplay revisité et surtout combat simplifié pour les mettre au goût du jour, sans pour autant que ce soit à un niveau de bac à sable, hein, quand même. Mais surtout, ça. La nature a repris ses droits, le monde est marqué par la guerre, et pourtant, on y trouve une véritable paix, en se promenant sur les chemins de bord de ciel. Et tout y est, tant sur un point de vue visuel que narratif et lore, pour que la saga prenne une toute nouvelle tournure. Tout est présent pour nous inviter à l'exploration et à voyager dans ces terres mystiques pour que l'on crée au fil du voyage un personnage aux multiples visages et capacités. Nous ne sommes plus régis par une classe, mais l'environnement nous invite à devenir ce que l'on souhaite dépendant uniquement de notre humeur du jour. Nous sommes 200 ans après les événements du volet précédent, ce que les personnages dans le jeu appellent à ce moment-là la crise d'Oblivion. Une énorme guerre civile a fait rage au sein de l'Empire, et tout ce qu'on connaissait auparavant n'existe plus. Mais cela n'est que le décor qui nous entoure, car le temps presse, et même l'heure est grave, car des créatures mystiques sont de retour, les dragons. Leur défaite n'était que temporaire. Jusqu'au jour où Oblivion ouvrirait ses portes. Où les fils de Skyrim verseraient leur sang. Mais personne ne voulait y croire. Ni même en leur existence. Et quand l'aube la révéla enfin, la vérité jaillit dans les flammes. Mais il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. L'enfant de dragon. Il aura pour mission d'arrêter l'invasion de ces créatures et devra prendre part aux événements qui font rage au sein de Bord de Ciel. Et que dire que le jeu est une tuerie. Il révolutionne totalement les bases des RPG qu'on connaissait auparavant pour les améliorer, les changer et surtout offrir de nouveaux modèles de gameplay qui sont encore utilisés aujourd'hui. Bien qu'il faut reconnaître de nombreux défauts, comme les quêtes secondaires qui ont perdu de leur superbe par rapport à Oblivion. Mais l'histoire reste riche, bien organique, et le monde est d'autant plus crédible que dans les volets précédents, grâce à de nombreuses scènes scriptées que l'on rencontrera ici et là lors de notre aventure, donnant un véritable cachet et de bonnes surprises aux joueurs de la saga. Sans oublier ces DLC qui, non contents de nous offrir 2 histoires extraordinaires entre Dawnguard, qui nous met dans la peau d'un chasseur de vampires qui devra affronter des vampires originels et mettre à mal leur plan de cacher à jamais le soleil, ou au contraire de rejoindre ces monstres pour créer une nuit éternelle. Et la tyrannie du soleil prendra fin. Hearthfire qui nous permettra d'adopter des enfants et de construire la maison de nos rêves, et Dragonborn qui nous fait revenir en Morrowind sur l'île de Solstheim pour affronter un autre enfant de dragon revenu d'entre les morts. Il était le premier. Bref, Skyrim marquera bien sa génération, et avec tout ça, on peut nous promettre et à s'attendre à une suite digne de ce nom quand même.
en 2012, Bethesda sort le MMORPG Tezo, la première véritable expérience collaborative de la saga. Le joueur incarne un héros parmi tant d'autres, qui devra affronter de nombreux périls dans une carte où l'Empire n'existe pas encore véritablement, se déroulant 800 ans avant les événements des 4 premiers volets de la saga. On nous plonge dans un monde inconnu des joueurs, mais souvent raconté par le lore des jeux précédents. Par contre, le gameplay est celui d'un MMO classique, et on ne retrouve pas vraiment la vibe Elder Scrolls qu'on pouvait croiser auparavant. Au moins, le lore est encore plus riche qu'avant, et les histoires méritent d'être entendues. Bon, c'est bien cool tout ça, mais ils vont nous sortir un nouveau jeu quand même au bout d'un moment. Non ? Bon, que dire ? En 2017, Howard sort un jeu de cartes plutôt sympa sur téléphone, Elder Scrolls Legends. On y retrouve de nombreuses figures qu'on en connaît des jeux précédents. Il y a un petit mode histoire qui nous fait voyager dans le lore. Voilà, c'est cool sans lettres. Puis arrive après Blade & Castle, pas ouf non plus. Mais allez les gars, une suite c'est pour quand là ? Allez, passez-moi une petite requête, un petit truc, une annonce au moins. Quand je vous dis que je suis une oie sauvage avec ces jeux, j'ai un peu honte, mais c'est vrai. Maintenant, on est en 2025. Donald Trump est réélu président des États-Unis, le monde s'est fermé pendant 2 ans avec le Covid-19, et l'ONU déclare l'urgence humanitaire et environnementale dans le monde entier. Si vous vouliez une conclusion joyeuse et pleine d'optimisme, ce n'est pas pour aujourd'hui. Lors de l'E3 de 2018, une vidéo a été annoncée, et a fait l'annonce d'une potentielle suite de la saga. Mais bon, maintenant ça fait quoi ? Ça fait 7 ans que cette vidéo est sortie, 14 depuis la sortie de Skyrim. Comprenez qu'on soit un peu déçu si vous avez bien suivi le fil de la vidéo. Perso, je reste délu et dans mon déni. J'attends la suite comme tout fan qui se respecte. Je joue alors au fond d'Oblivion, je kiffe, je reprends mes marques, mais ce n'est pas ce qui me satisfera niveau Elder Scrolls. J'attends la suite d'une saga qui est l'une des plus belles du jeu vidéo. D'une saga que joueurs, modeurs et passionnés luttent pour garder en vie autant que possible. Et là, on parle d'une communauté de passionnés, bienveillante et de personnes talentueuses. Plus que Howard et Bethesda, malheureusement, ce sont les fans qui font vivre ces jeux avec des patchs de textures, des mods, des add-ons, des ajouts, de nouvelles choses pour faire vivre et vibrer encore ces jeux, encore aujourd'hui. Et si finalement ce n'était pas ça, là, la véritable définition de communauté. Snow. We need more snow. Can't have enough snow. Indeed.